aliments qui soutiennent l'immunité. Il y a des aliments qu'on appelle véritablement des alicaments. Vous les voyez ici. L'ail, l'échalote, l'oignon. Ça doit faire partie de toutes les cuisines et être employé sans modération. Les fruits, en particulier, maintenant que pour ceux qui sont dans les pays froids, nous sommes en hiver, citron, orange, pamplemousse, raisin rouge, pomme. Alors, je pourrais passer un quart d'heure sur chacun de ces fruits. D'accord? Vous savez que les oranges, le citron, pamplemousse, c'est la vitamine C, le raisin rouge, c'est un antioxydant, la pomme, ça donne des fibres pour l'intestin, et on a parlé dans une précédente sur Zouk TV de l'importance d'éviter l'inflammation, de nourrir les bons microbes pour fermer l'intestin, etc. Donc voilà ces fruits. Les légumes à feuilles vertes. Rappelez-vous bien, les légumes à feuilles vertes, les plus faciles à faire pousser dans un jardin. Épinards, choux, calais, chou kale en anglais, brocoli, chou de Bruxelles. D'accord? Ça, c'est les plus puissants. Je vous donne les plus puissants. Toutes les feuilles vertes autrement que vous pouvez trouver, en particulier dans les pays chauds, aux Antilles ou autres, vous en trouvez pleines de feuilles vertes à mettre. Alors vous les utilisez en salade, vous les utilisez en smoothie, vous les utilisez en potage, en soupe, comme vous voulez, mais c'est très important pour l'immunité. Et puis vous avez les légumineuses et les noix. Alors les légumineuses et les noix et les graines germées sont très importantes. Pour quelles raisons? Alors, légumineuses, noix, graines germées, ce sont des viandes. Lorsqu'on va aborder l'alimentation, et notre alimentation, vous la connaissez depuis le temps que je fais des exposés, c'est comme on le dit en anglais, Whole Plant-Based Diet. Une alimentation complète basée sur les plantes. D'accord? C'est-à-dire une alimentation végétalienne. D'accord? Dans le végétal, il y a des protéines. Et ces protéines, on les trouve dans les légumineuses, haricots, lentilles, pois, soja, quinoa, et dans les noix. Et dans les noix, je dois vous en distinguer au moins deux qui sont des oméga 3. Les graines de lin, la plus grande source d'oméga 3, et les noix de Grenoble, pour ceux qui sont en métropole, c'est l'époque des noix, maintenant on vient de les cueillir à l'automne. Eh bien, vous faites un bol de noix avec une tête d'ail, vous mixez tout ça, une tête d'ail, c'est-à-dire au moins 10 gousses d'ail. Vous mixez tout ça avec de l'herbe de Provence, du persil, et vous arrosez un peu de lait de soja, et puis 3 cuillères d'huile d'olive, et puis vous regardez lorsque ça fait un pâté, bien comme il faut, au mixeur avec la lame en S, et vous avez un pâté anti-infectieux, antioxydant, anticancéreux, antiviral pour toute la famille. Il n'y a pas photo avec tout ce que vous pouvez trouver à tartiner vite fait que vous trouvez dans les supermarchés, vous m'avez compris. Les graines germées, une graine germée multiplie par 60 sa dose de vitamines. Il y a 3 graines que tout le monde peut faire germer en 3 jours. Le blé germé, les lentilles et le soja vert. Quand elles sont germées, au bout de 3 jours, vous les mettez dans la salade et tout le monde en profite dans la famille. D'accord? Alors, ça c'est pour les aliments qui sont de base nécessaires. Maintenant, il y a des gens qui ont des situations particulières et qui vont peut-être avoir besoin de conseils particuliers ou de savoir comment passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétarienne. Vous pouvez contacter Venez Raisonnant, vous aurez mon numéro, vous m'envoyez votre adresse email et je vous envoie mes conseils alimentaires personnalisés pour que vous puissiez faire des choix pour la transition.
Il n'y a pas de problème, on est là pour vous accompagner et on est en train de travailler dur pour essayer d'arriver à mettre en ligne un cours de cuisine pour que les mamans soient non seulement à l'aise à la maison, mais qu'elles puissent aider, donner des conseils à leurs voisines et reproduire toutes ces choses. Voilà, c'est le but du maintien de la santé pour toute la famille. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont terribles pour l'immunité, qui cassent l'immunité. D'accord? Je vais vous les afficher, vous les notez, vous vous en souvenez, et c'est à vous de choisir. D'accord? Les aliments qui dépriment l'immunité. Le sucre. Le sucre, ce n'est pas un aliment, c'est une drogue. D'accord? Et le sucre a comme caractéristique de faire baisser le nombre de cellules tueuses qui circulent dans le sang. Donc ça déprime directement l'immunité en quelques heures. Pour qu'on soit d'accord, rappelez-vous qu'1 kilo de sucre doit faire entre 6 mois et 1 an à la maison. D'accord? Et il ne s'agit pas de le remplacer par des édulcorants ou se bourrer de sirop d'agave ou se bourrer de miel. Non, 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 non. C'est des choses sucrées. Et rappelez-vous une chose, et je reviens vers vous en direct, ceux qui ont eu un cancer, ceux qui font partie qui se battent pour la guérison d'un cancer, ceux qui sont en chimiothérapie d'un cancer, ceux qui ont des cancers dans la famille, la cellule cancéreuse, elle aime 10 fois plus que les autres cellules le sucre. Elle a besoin de sucre pour se développer. Donc ça, ne jouez pas avec le sucre si vous voulez garder votre immunité et vous prévenir du cancer. D'accord? On revient sur la diapo, le gras animal. D'accord? Le gras animal, on en trouve où? Dans toutes les viandes, les abats, le beurre, la crème, le fromage, les glaces, pâtisseries, viennoiseries, etc. Ce gras animal perméabilise l'intestin et est source d'inflammation. Rappelez-vous l'inflammation? Et on a un problème avec l'inflammation dans le Covid-19 parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter et on a un orage inflammatoire c'est justement cette inflammation qui tue les gens. Le gras animal et les protéines animales. Alors les protéines animales, c'est pas difficile, hein, les protéines animales c'est la viande. Viande, poulet, poisson, produits laitiers, produits de la mer. D'accord? Qu'est-ce qu'elles ont ces protéines animales? Elles sont texturées de telle façon que c'est un peu comme une corde. Elles sont très difficiles à digérer et elles donnent des produits de dégradation qui sont irritants pour l'intestin. D'autant plus qu'on est constipé et le temps de contact avec la paroi de l'intestin est allongé. Mais elles ont comme caractéristique de nourrir des microbes de putréfaction, pas des microbes de fermentation comme avec les végétaux, des microbes de pourriture, de fermentation, qui vont attaquer le gros intestin, le côlon, remonter l'infection vers l'intestin grêle, infecter l'intestin grêle, donner de l'inflammation au tube digestif, puis à l'ensemble de l'organisme, envoyer des substances toxiques pour le cœur et les vaisseaux. Et vous savez combien nous sommes sujets actuellement aux accidents vasculaires cérébraux, aux embolies. Et justement, dans le Covid, on a un problème de coagulation, le sang se coagule et les gens meurent par embolie, il y a un danger. Donc, ce n'est pas une alimentation à recommander pour se battre contre une infection. 3 choses. D'accord? On peut tout simplement le sucre, les graisses animales, c'est-à-dire essentiellement le plus toxique c'est le beurre, les produits laitiers, et puis tout le gras des viandes, jambonneaux et compagnie, charcuterie, enfin. Et les protéines animales, c'est-à-dire une alimentation végétalienne. Alors on vous aidera à passer la transition pour ceux qui veulent faire cet effort-là.
Mais cet effort est pour vous-même, ce n'est pas pour qui que ce soit d'autre. On a parlé d'alimentation, on va parler un peu de boisson. La boisson, eh bien, je suis obligé de vous passer une vue pour que vous vous en souvenez. Dieu nous a donné une seule boisson. D'accord? Il n'a pas fait une rivière de coca, une rivière de soda, une rivière d'orangina, une rivière de Fanta, une rivière de vodka. Il nous a fait le don de l'eau. D'accord? 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Bien entendu, cela dépend de votre activité, de la chaleur du climat où vous vous trouvez. Mais lorsque vous hydratez, et là je parle surtout pour les personnes en dessus de 60 ans, les personnes âgées ont tendance à ne pas ressentir la soif. Et donc ils peuvent passer une demi-journée, 3/4 de la journée sans boire. La résultante est que le sang devient épais et vous comprenez ce qui peut se passer. D'accord? Accident vasculaire, thrombose, etc. Donc l'eau, et je ne vous conseille pas d'acheter de l'eau en bouteille en plastique. L'eau du robinet est encore mieux que l'eau en bouteille. Je ne veux pas vous faire un exposé ici parce que se dégagent des plastiques des perturbateurs endocriniens qui sont très dangereux, surtout pour les femmes enceintes et les nourrissons. D'accord? Donc, pour faire votre biberon, évitez l'eau en bouteille. Voilà ce que je peux vous conseiller. Buvez beaucoup. Ça permet un drainage du corps. Et le corps peut ainsi, et le rein peut fonctionner normalement, et c'est très bon. Moi, je ne veux pas rester une demi-heure là-dessus. On passe à la diapo suivante et on regarde l'exercice physique. Peut-être que j'ai fait une erreur en vous parlant de l'exercice physique en deuxième position, parce que l'exercice physique est le plus puissant médicament, actuellement. Le plus puissant médicament contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et aussi les maladies auto-immunes. Ça, l'exercice physique, c'est un médicament. Ce n'est pas une option. Alors, on est mal dans les sociétés occidentales. Pour quelle raison? Parce qu'on a des ascenseurs, on a des voitures, on a des fauteuils, on a des téléviseurs grand écran, on a des jeux vidéo, des téléphones portables. On n'a plus le temps de s'amuser à bouger. Or, il se trouve qu'en début d'année, nous sommes encore ayant la possibilité de sortir la journée, même si on est en couvre-feu la nuit, profitez de sortir et de faire une autorisation pour vous faire 1 heure d'exercice physique chaque jour. Bien entendu, ceux qui ont une activité physique, qui travaillent au jardin, qui travaillent sur les bâtiments, tout ça, ils n'ont pas de problème. Ils arrivent, ils sont fatigués, leur corps a fait un exercice. Mais ceux qui sont assis au bureau, il faut faire des choix. L'exercice physique, ce n'est pas une option. Alors, l'exercice physique, pour qu'il soit profitable, vous le regardez ici, vous avez ce qu'on appelle 2 types d'exercices physiques. L'effort modéré intermittent. Ça veut dire quoi? Que tout le monde, quel que soit l'âge, peut faire cet exercice. Soit la marche, soit le vélo, soit la natation. C'est un exercice qui est modéré et dès qu'on est essoufflé, on ralentit l'exercice et on repart. Vous imaginez monter une colline, au milieu de la colline, vous vous trouvez essoufflé, vous continuez l'exercice en redescendant. Mais 1 semaine plus tard, vous ne serez pas essoufflé, peut-être vous arrivez au sommet de la colline. C'est l'entraînement. Et vous allez récupérer beaucoup plus vite qu'au premier jour. Avec l'entraînement, vous pourrez aller plus loin. Et c'est une façon importante de s'entraîner, c'est d'aller aux limites de l'essoufflement. Dès qu'on est essoufflé, on diminue. D'ailleurs, ceux qui veulent perdre du poids, c'est très important, ceux qui veulent perdre du poids ne doivent jamais ni être essoufflés, ni transpirer outre mesure. Lorsqu'on transpire, on perd de l'eau, mais on ne perd plus de graisse. Pour perdre de la graisse en faisant un exercice physique, il faut absolument qu'il y ait de l'oxygène. Or, le corps, lorsque vous êtes essoufflé, vous envoie un message en disant « je manque d'oxygène ». Alors, ne faites pas un exercice qui ne sert à rien, ralentissez un petit peu. Mais avec l'entraînement, vous verrez que vous irez de plus en plus loin
avant d'être essoufflé. Et c'est là tout le bénéfice. Maintenant, il y a un deuxième exercice physique que je vous montre ici, c'est l'effort intensif. Pour ceux qui ont un certain entraînement, vous courez tout ce que vous pouvez faire pendant 30 secondes. Et 30 secondes, c'est très long quand on court à fond. Ensuite, vous récupérez tranquillement pendant 3 minutes. Et puis vous recommencez. Alors peut-être le premier jour, vous ferez ça 5 fois, vous ferez ça 3 fois, 4 fois, mais quand vous arrivez à 6 fois, eh bien, vous avez fait l'équivalent de 12 km de footing. Et ça a l'avantage d'être un peu plus rapide que la marche rapide que dans l'effort intermittent. Mais par contre, ça vous permet d'avoir un effet qui dure plus de 24 heures de ce genre d'effort intensif. Donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, qui prend quoi, une demi-heure, pas plus. Mais c'est un effort intensif. Voilà pour l'exercice physique. Je vous souhaite de commencer l'année en prenant des bonnes résolutions. On va voir l'eau. Alors vous me direz, on vient de parler de l'eau. Pourquoi on remet l'eau? Alors il y a toute une thérapie autour de l'eau que j'ai découverte, qu'on appelle l'hydrothérapie. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pas la première fois dans le monde qu'on a eu des épidémies. Et en particulier, on a eu au début du XXe siècle, en 1918, ce qu'on a appelé la grippe espagnole. À cette époque-là, on n'avait pas les outils qu'on a actuellement. Et la grippe espagnole, ça a fait des ravages terribles avec des millions de morts. Alors, on va rappeler un petit peu l'histoire et on va voir qu'est-ce que cette thérapie a fait à l'époque. Alors ici, je vous montre, elle a été à 1918, elle a été appliquée et elle consiste en appliquer 3 minutes de compresse chaude sur le thorax, le haut du corps, et puis tout de suite après 30 secondes à 1 minute de froid. C'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous montrer l'application de compresse froide, et on fait ça 2 fois par jour. Lorsque on fait ce genre de choses, on réalise un stress thermique. Ce stress thermique, vous allez voir, qui génère un choc au niveau du système immunitaire avec la production de certaines protéines. Alors, la grippe espagnole, par exemple, on a une étude aux États-Unis où il y avait 50 millions de morts et dont plus de 600 000 aux États-Unis. Dans un camp de l'armée américaine, c'était des jeunes recrues, il y a eu 16% de pneumonie. À partir du moment où vous preniez la pneumonie, c'était sérieux. Presque la moitié, 40% de décès. Et sur l'ensemble du camp, il n'y en a que 16% qui ont été malades, mais sur l'ensemble du camp, ça faisait une mortalité de 6,7%. Maintenant, dans 10 sanatoriums, où on avait des personnes plutôt d'âge moyen ou âgées, on a mis en place, parce qu'on n'avait rien d'autre à l'époque, cette hydrothérapie, qui est relativement simple à appliquer. Je vous la montrerai, vous pouvez la voir sur YouTube aussi. On l'a appliquée sur 446 patients. Il n'y en a que 2,4% qui ont eu la pneumonie. Vous voyez déjà, au lieu de 16%, 2,4%. Mais par contre, ceux qui ont pris la pneumonie, ce n'étaient pas des jeunes recrues. Ceux qui ont pris la pneumonie, il y en avait plus de la moitié qui sont décédés. Mais sur l'ensemble des patients, des 146 patients, la mortalité a été de 1,3%, la plus faible de tous les hôpitaux américains à l'époque.